de la façon assez convenue dont le centenaire de la Grande Guerre nous est présenté. J'ai déjà plusieurs fois donné cet exemple, mais il y a une séquence qui m'a absolument stupéfait, c'est dans l'exposition qui a lieu au cinquantenaire. Donc c'est une exposition sur la Grande Guerre 14-18, c'est notre histoire, qui a ses défauts et ses mérites, mais qui culmine par une vidéo du XXe siècle en fast-forward, où on passe par les traités de Versailles, les journées du parti à Nuremberg, par l'invasion de la Pologne, la porte d'Auschwitz, la bombe à Hiroshima, le mur de Berlin, la chute du mur de Berlin, l'arrivée au pouvoir de Nelson Mandela, et puis tout cela en noir et blanc, et puis l'écran coloré devient bleu avec des petites étoiles jaunes qui clignotent. Barroso et Van Rompuy prennent le devant et reçoivent le prix Nobel de la paix. Donc c'est un peu le message, voilà, ce méta-récit libéral du XXe siècle. Choisissez, c'est Verdun ou Van Rompuy, c'est Barroso ou Birkenau. Il paraît que c'est là un peu tiré par les cheveux. On a eu la semaine dernière une conférence ici par Sophie Descarbreves, qui, en quelque sorte, à force de partir en charge contre certains mythes flamingants de la Grande Guerre, ont fini, en quelque sorte, de réhabiliter d'autres mythes de, finalement, les nations civilisées, dont la Belgique, contre les forces brutes et autoritaires des empires centraux. Voilà, je pense que dans ce contexte-là, il était vraiment bienvenu d'avoir aussi d'autres sons de cloche et d'autres visions, y compris engagées de ce conflit, qu'on retrouve notamment dans ce livre. Et comme nous n'avons pas eu tous l'occasion de lire le livre, tout le monde a lu le livre, on commence directement à débattre. Je pense qu'il lui est de justice qu'on donne l'occasion à Jacques Pauwels de présenter les grandes lignes de son livre, pourquoi il en est venu là. Peut-être aussi de dire deux mots sur son parcours assez atypique qui nous interpelle. D'un Belge qui est parti de la région de Bruges pour faire carrière au Canada, en grande partie en anglais, et qui finit par écrire cet ouvrage en néerlandais, qui est ensuite traduit. Voilà, Jacques, vous avez merci. Alors, merci à tout le monde d'être venu et merci de m'avoir invité. C'est pas tous les jours qu'on m'invite à l'université de Bruxelles. Tout d'abord, ma carrière personnelle, donc au manque de carrière. Mon passé, je suis un homme avec un passé, pas une femme avec un passé, mais un homme avec un passé. Et voilà, je suis né à Gand, mais j'ai passé ma jeunesse dans la Flandre profonde. En fait, j'apprends à penser à moi quand il a chanté de la région entre les tours de Bruges et Gand, parce que mon village natal, pour ainsi dire, c'est à côté de Eeklo, Maldegem, donc entre Bruges et Gand, mi-chemin. Et j'ai fait mes études là-bas, et j'ai fait, par après, j'ai étudié l'histoire de Gand. Je trouve c'est un nom peut-être un nom que vous connaissez parce qu'il est même un pionnier de l'histoire sociale du XXe siècle, le mouvement ouvrier, etc. J'ai écrit une thèse sur les grèves en Belgique au XIXe siècle. Alors ça m'intéressait beaucoup. Et là, ayant terminé mes études, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire maintenant devenir instituteur quelque part? Non. Continuer les études? Non, j'en ai ras la bol. Terminer les études. Je me souviens très bien, juillet 69. Alors, j'ai cherché une façon d'éviter de devoir aller travailler ou quelque chose, une carrière sérieuse. Et j'avais un frère qui habitait le Canada, qui m'a invité de venir au Canada pour 1 an ou 2 ans, pourquoi pas. Alors, voilà, 45 ans plus tard, je suis toujours au Canada. J'habite là depuis 1969 même. Mais je peux dire que je voyage beaucoup, alors je ne suis pas toujours là. Quand les gens viennent me visiter, souvent, on ne me trouve pas chez moi. Je viens souvent en Belgique, en France. Je voyage beaucoup. Et c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses en voyageant. J'ai appris beaucoup de choses en étudiant, bien sûr. Et en voyageant, on apprend beaucoup de choses aussi. Mais bon, j'ai fait donc mes études à l'université de York, à Toronto, et par après à l'université de Toronto même. J'ai fait 2 doctorats. Parce que à ce moment-là, je me suis rendu compte que la vie d'étudiant m'intéressait tout de même. Et que je voulais continuer après tout. Alors, j'ai fait un doctorat en histoire à York, qui est à Toronto, et j'ai choisi comme thème le Troisième Reich, donc l'Allemagne contemporaine, donc l'Allemagne de Hitler, et comment s'en est
bien pour une thèse. Mais bon, et je veux dire que depuis ma jeunesse déjà, la guerre m'intéressait. Parce que ma grand-mère, par exemple, parlait de la Première Guerre mondiale. J'en parle dans l'introduction de mon livre. Et bien sûr, mes parents parlaient de la Deuxième Guerre mondiale. Je suis né juste après. Des fois, les gens me demandent où étiez-vous pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et moi, je dis, bon, écoutez, moi, j'étais assez intelligent de dire à mes parents d'attendre un peu jusqu'après la libération. Alors, je suis né un peu après la fin de la guerre. Mes frères n'avaient pas cette chance-là, ils sont nés un peu plus tôt. Et alors, il y avait aussi dans le village où j'habite, le grand cimetière de guerre canadien. Et à côté de nous, à 2-3 km, on allait nager dans le canal Léopold, où les Canadiens s'étaient battus contre les Allemands en septembre-octobre 1944, au temps de la libération de cette partie de la Belgique qui a été libérée par les Canadiens, la Wallonie par les Britanniques aussi au milieu. Alors, ça m'intéressait beaucoup. Alors, j'avais bien sûr aussi appris quelque chose sur l'histoire des guerres ici en Belgique, mais pas beaucoup, parce qu'on a, qu'est-ce qu'on a appris dans les cours d'histoire, surtout le Moyen-Âge, en Flandre, la tour de Gand et Bruges, on pense au Moyen-Âge, Courtrai, la bataille des Éperons d'Or, alors là, c'était vraiment formidable. On n'avait jamais le temps de parler d'Hitler, de Lénine, parce que ça, c'était pénible, c'était peu dangereux aussi. Heureusement, c'est toujours vers la fin de l'année scolaire. Alors on n'avait plus le temps de l'inspecteur, on est très heureux. Je ne vais pas parler de ce siècle très désagréable. Sauf, je savais déjà que c'était les Belges qui avaient gagné la Première Guerre mondiale en inondant la plaine de l'Isère. Ah voilà. Alors c'est terminé avec les Allemands à ce moment-là. Et alors, je ne savais pas grand-chose de ça. Et j'ai donc commencé à apprendre de l'autre point de vue. Parce que j'ai appris l'histoire allemande au Canada. Alors, c'est très important quand on considère un phénomène historique complexe, et les guerres sont des phénomènes historiques très complexes, il y a plusieurs points de vue. Et ça, c'est un peu le problème aujourd'hui. On regarde un peu trop d'un certain point de vue. L'histoire militaire, de ce côté-ci de la frontière, le front de l'Ouest. Et on oublie que c'est une guerre mondiale qu'on s'est battu dans l'Empire ottoman, en Mésopotamie, qu'on appelle maintenant l'Irak. Et qu'on s'est battu même en Chine, les gens n'en savent aucune idée. Et que la guerre a des répercussions énormes en Inde, en Chine, en Indochine, au Vietnam d'aujourd'hui. Et récemment, j'étais en Patagonie, dans une petite bled, au Puerto Natales, à 3 heures de vol de Santiago, du côté de Tierra del Fuego, Tierra del Fuego. Et là, dans un magasin, j'ai acheté un petit livre sur le tourisme, mais il y avait aussi des choses là, sur l'histoire de la ville en 1918-19. Révolution. Il y avait la révolution en Patagonie à cause de la révolution qui avait été causée par la guerre. Alors, on peut dire que, du moins indirectement, la Première Guerre mondiale, qui avait causé la révolution russe, avait aussi causé donc, des révolutions, des manifestations donc, en Patagonie, au sud du Chili. Incroyable. Et entre-temps, j'ai appris aussi qu'au Chili, par exemple, Mao Tse-tung, et la Première Guerre mondiale et ses conséquences ont une grande influence sur eux aussi. Bon, ben, pour revenir à mon histoire, mon passé, donc j'ai fait des études et par après j'ai encore eu la chance de trouver le temps de faire un doctorat en sciences politiques à l'Université de Toronto même. Et voilà, j'ai enseigné des cours et j'ai fait toutes sortes de choses. Mais mon frère qui habitait là-bas avait une agence de voyage et c'est lui en fait qui m'avait persuadé de venir au Canada pendant quelques temps. J'ai travaillé aussi et quand il est mort, j'ai dû me mêler plus dans le business de la famille, quoi. Et comme ça, je voyage beaucoup maintenant, je n'enseigne plus. Mais depuis que je n'enseigne plus de cours à l'université, j'ai enseigné à plusieurs universités ontariennes, j'ai trouvé le temps d'écrire, j'ai écrit des livres sur le mythe de la bonne guerre et sur le big business avec Hitler. Et maintenant, ce petit livre, je ne pensais pas qu'il allait être si épais, mais voilà, sur la Première Guerre mondiale. Et c'est un livre que j'ai voulu écrire, déjà il y a 50 ans déjà, quand je suis allé au cinéma. Parce que j'avais appris à l'école que les Belges avaient gagné la guerre mondiale, ça me paraissait un épisode glorieux de notre histoire, très romantique, bien sûr. Alors, j'ai toutes sortes d'idées. Alors, pour apprendre, comme beaucoup de gens, pour apprendre l'histoire, on va au cinéma. Parce qu'à Hollywood nous enseigne l'histoire, vous le savez. Il y a beaucoup de gens qui connaissent ou croient
croient connaître l'histoire parce qu'ils ont vu le jour le plus long. Ils ont vu sauver les soldats Ariane, quelque chose comme ça. Ils croient vraiment, ils croient tout ce qu'on présente, tout ce qui nous est présenté par Hollywood, ils y croient. Alors, bien sûr, c'est de la propagande, mais bon, ça, on ne savait pas. Mais là, j'ai vu un film, je pense que c'était en 60, j'avais 14 et 15 ans. Je suis allé avec mon frère à Malden pour aller voir un film sur la Première Guerre mondiale. Ça sera bien, formidable. Et là, j'ai vu quelque chose qui m'a frappé, comme ça. J'ai regardé. J'ai l'impression, aujourd'hui encore, je regarde ce film, je l'ai vu 20 fois au moins. J'ai vu un effet charmant. Le chemin de la gloire, de Stanley Kubrick, avec Kirk Douglas, jeune, dans le rôle principal. J'ai vu ce film-là, et là, j'ai commencé à voir la guerre, ce phénomène complexe, d'un autre point de vue, tout à fait différent. Et j'ai vu une autre guerre. Parce que dans ce film-là, il s'agit de la guerre, il s'agit d'hostilité, et c'est du côté des Français, des poilus français dans la tranchée. Et oui, il y a de l'hostilité, oh là là, terrible, et on ne voit jamais un seul Allemand. On ne voit jamais un seul Allemand. Alors l'hostilité contre qui? Français contre Français. Les pilotes, comme on dit en Belgique, les poilus en bas, d'origine sociale inférieure, la plupart étaient des paysans et des ouvriers et des généraux dans leur château, derrière le front, bien sûr, là-haut. Les classes supérieures, en effet, là-haut. Les classes inférieures, ceux en bas, dans les tranchées. Et ils se détestaient, dans un sens. C'était des ennemis. Et Kirk Douglas, un officier de rang moyen entre les deux, qui avait dans un sens l'occasion de choisir. Ou bien il s'identifie ceux d'en bas, il reste à la queue de la tranchée, ou bien il décide de rejoindre ceux d'en haut dans leur château. Et ça, c'est l'histoire, en fait. C'était un conflit entre Français, pas un conflit entre Français et entre Allemands. C'est là que j'ai appris que des guerres, surtout la Première Guerre mondiale, et certainement la Deuxième Guerre mondiale, et certainement la guerre froide, et certainement la guerre contre le terrorisme aujourd'hui, ne sont pas seulement des guerres verticales entre pays, la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, contre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, l'Empire ottoman. Ça, c'est la verticalité de la guerre. Il y a aussi des guerres horizontales. Il y a une horizontalité dans la guerre, où il s'agit de Français contre Français, de Britanniques contre Britanniques, d'Allemands des classes supérieures contre les Allemands des classes inférieures. Ceux d'en haut, ceux d'en bas. Les gens de bien contre les gens de rien, je pourrais dire en français. Les élites, je les appelle, de la société. Aujourd'hui, on dit des fois le 1%. Et les autres, les 99 ou 99%, comme vous voulez, c'est le reste. Et c'est de ce conflit-là que j'ai appris qu'il existait aussi. Il a joué un rôle dans la guerre. Alors là, j'ai appris quelque chose, j'ai appris à voir la guerre d'une autre façon. J'ai, en fait, pour la première fois, sans le savoir, sans le comprendre, compris que, sans vraiment comprendre, que la guerre, c'est une guerre de classe. C'est pour ça que j'ai appelé ce livre La Grande Guerre de classe. Et la plupart des gens ne veulent pas savoir ça. Les commémorations ne veulent pas qu'on parle de cette guerre-là. Ils veulent toujours la guerre verticale. Vous savez, la Belgique, les braves petits Belges, brave little Belgium, contre la monstre allemande. Et alors, vous voyez, c'est ça, c'est simple, ça simplifie les choses. C'est plus agréable pour les politiciens qui arrivent, le roi, les généraux, ils sont là, l'armée. Alors, ils ne veulent pas parler de cette guerre horizontale. Ils n'aiment pas la guerre de place. Alors, j'ai appris tout ça, et j'ai appris ça déjà à ce moment-là, de regarder cette guerre-là. Donc, ce film-là a fait une grande impression sur moi, et je vous conseille de le regarder. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu ce film? Bien sûr, j'espère. Et ce qui me frappe, c'est que chaque fois que je le regarde, je vois autre chose. Je vois quelque chose de neuf, quelque chose que je n'avais jamais aperçu auparavant. Mais bon, deuxième chose qui m'a influencé, comment ainsi dire, qui a eu une grande influence sur moi, c'est un tableau. Un tableau qu'en voyageant en Espagne, j'ai regardé avec stupeur, comme tous les touristes qui vont dans le théâtre-musée Salvador Dali à Figueras,
dans l'arrière-pays de la Costa Brava, en Catalogne. Et là, il y a un théâtre, un musée, Salvador Dali, qui est un peu un charlatan, il était un peu un charlatan, mais il était un grand artiste aussi. Il est un peu complexe aussi, lui, on peut voir les deux, le charlatan ou l'artiste, comme la guerre, l'horizontale ou verticale. Mais il était certainement un grand talent. Il y a un tableau qui est fait un peu le chef-d'œuvre du musée, un peu comme la Joconde dans le Louvre, où il faudrait qu'il vous amène, et vous regardez, c'est un beau tableau, très bien fait. Et on voit un ballon surplombant la Méditerranée. Et une belle femme, toute nue. Regardez l'arrière, bon, et c'est l'amie de Dali, c'est Gala. Et le tableau s'intitule Gala regardant la Méditerranée. Ok, on regarde. Et là, le guide dit, alors, déplacez-vous un peu. Regardez encore une fois. Et maintenant, il faut regarder le même tableau, et vous voyez le visage d'Abraham Lincoln, tel qu'il se présente sur un billet de $1. Américain, pas canadien, bien sûr. Dollar américain, je l'ai dit. Alors, Dali, sur le même tableau, c'est le même tableau, on peut voir ce qu'on veut voir, dans ce sens. Soit Gala regardant la Méditerranée, soit le visage de Lincoln. Qu'est-ce que c'est? C'est les deux. Et c'est comme ça comme avec la guerre. Je ne dis pas dans mon livre que la guerre n'était qu'une guerre de classe. Il y avait bien sûr cette guerre verticale, mais il y avait aussi cette guerre horizontale. Mais comme avec le cas de ce tableau-là, il faut le voir. Et comment est-ce qu'on le voit? La plupart d'entre nous, les médias, les autorités, les commémorations, nous forcent de voir Gala pour ainsi dire. Et moi, je vais montrer Lincoln. Alors comment est-ce qu'on peut voir la guerre verticale, horizontale, au lieu de toujours la guerre verticale? Eh bien, il faut faire comme devant le tableau de Gala. Il faut peut-être regarder une deuxième fois, se déplacer un peu. Ah, et maintenant on voit. Maintenant on voit. Alors il faut se déplacer. Il faut se déplacer devant le phénomène de la Première Guerre mondiale. Il faut se déplacer et il faut reculer un peu. Et regarder, par exemple, la guerre dans la dimension historique à long terme, comme Fernand Braudel a dit, la longue durée, très important. Je crois qu'une des erreurs commises par la plupart des historiens aujourd'hui, et des gens qui donnent des commentaires, c'est de commencer dans ce bel été au printemps 1914. Et c'est un bel été, personne ne touche du texte, on aura de belles vacances, et tout d'un coup, oh mon Dieu, c'est la guerre. La guerre a éclaté, comme un orage, tout d'un coup. Personne ne s'y attendait. On a Les Somnambules, je crois, un titre d'un des livres sur la guerre. On est entré en guerre aveuglement, et personne ne la voulait, et tout d'un coup, c'est là. Eh bien, au Canada, on dirait ça c'est du bullshit. Ça c'est du vrai bullshit. Parce que la seule façon dont on peut expliquer la guerre comme une surprise, c'est en commençant, en effet, en fin juin 1914, avec cet assassinat au Balkan, qui en fait n'était pas un vrai casus belli, mais bon, c'était tout de même un événement qui a allé vers la guerre. Mais il faut regarder au bien auparavant. Pendant 10 ans moins, pendant toute cette soi-disant belle époque, la guerre était déjà dans l'air. Il y avait beaucoup de gens qui voulaient la guerre, qui voulaient de belles choses de la guerre, qui espéraient, Dieu, donnez-nous une guerre, s'il vous plaît. La guerre sera la solution de nos problèmes. La guerre, M. Dame, était voulue. La guerre était voulue par des gens qui avaient le pouvoir de causer, de commencer une guerre, par l'élite. Pas par la majorité des gens. Les paysans, les ouvriers ne voulaient pas la guerre. Mais parmi l'élite, il y avait des gens, beaucoup, la plupart de l'élite, partout. À Berlin, à Paris, à Saint-Pétersbourg, à Londres, on voulait la guerre. En 1917, en Amérique, à Washington, l'élite voulait la guerre. Pas l'Américain ordinaire. L'élite voulait la guerre. Alors non seulement pendant que j'y suis, les guerres n'étaient pas une guerre surprise, un accident de l'histoire, une folie collective, comme on dit des fois. Non. Nous sommes marchés dans la guerre les yeux ouverts, conscients. On savait ce qui allait se passer. On ne savait pas ce qui allait se passer, mais on s'attendait à autre chose. Mais on savait qu'ils voulaient la guerre. Ils savaient ce qu'ils voulaient. Alors donc il faut se déplacer et regarder la guerre dans son contexte historique longue durée.
Et là, je vais vous dire que moi, je vois la guerre comme le produit du 19e siècle. La Première Guerre mondiale, de 14-18, c'est le produit de ce qu'on appelle des fois le long 19e siècle. Le 19e siècle qui a commencé très tôt et a terminé très tard. Il a terminé en 1914, pour ainsi dire. La belle époque, pour ainsi dire, c'était les dernières années du 19e siècle. Et quand on regarde les photos de la belle époque, on a l'impression d'être dans 1880, par exemple. Hein. Mais tandis qu'en 1919, c'est déjà le 20e siècle. Hein. D'ailleurs, le début de la guerre, 1914, c'est comme la guerre napoléonienne, n'est-ce pas? La cavalerie qui arrive, les hulons, les cuirassiers à cheval. 1918, c'est déjà la Deuxième Guerre mondiale. Des chars, des avions, des lance-flammes, des casques en acier. Au début, c'était des bonnets, des képis, des chapeaux pour les Belges, etc. Alors, on voit, là, en 1914, c'est encore le 19e siècle, 1918, c'est déjà le 20e siècle. Et ce 19e siècle, qui était le père de la Première Guerre mondiale, comme d'ailleurs la Première Guerre mondiale était la mère du 20e siècle, plus court, plus désastreux. Ce 19e siècle avait commencé très tôt avec la Révolution française, en 1789. Alors, c'est tout. Alors, c'est un long siècle. C'est la Révolution française qui était la mère du 19e siècle, qui était le père de la Première Guerre mondiale. Et là, ce qui est important pour moi, c'est quand on regarde la Révolution française, on regarde au début du 19e siècle, et on regarde la Première Guerre mondiale, le fruit du 19e siècle, on voit tout de suite les similarités, l'analogie, les connexions. Parce que la Révolution française, c'était une révolution, n'est-ce pas? Un événement social. C'était donc la bourgeoisie et le menu peuple parisien, les sans-culottes, contre l'aristocratie et l'Église. Ça, c'était certainement une affaire de classe. Et cette révolution a été causée ou a été suivie par des guerres, les guerres de la révolutionnaire, les guerres napoléoniennes. Et la fin de ces guerres, c'est ici à Bruxelles, du côté de Bruxelles, la bataille de Waterloo, c'est la victoire de la contre-révolution, dans un sens sur la révolution. Bon, alors, avançons. La première guerre, c'était une guerre qui a produit la révolution. Au lieu d'une guerre, une révolution qui a produit la guerre. Alors, je parle d'une dialectique de guerre et révolution. Guerre, révolution. Une révolution commence, une guerre qui en résulte. Une guerre commence et qui produit une révolution. Et au XIXe siècle, 1830, révolution à Bruxelles, l'indépendance belge, c'est aussi la révolution belge, était aussi une révolution sociale et a été suivie par une guerre internationale contre les Hollandais, avec les Français, avec les Anglais. C'est une guerre. 1848, la grande année révolutionnaire en Europe. Das volle Jahr, on dit en allemand. L'année folle. Fahren wir dann, disent les Italiens. Faire en 48. C'est-à-dire faire la révolution. A été suivi par des guerres. Les Russes ont appris à Varsovie, en Hongrie. Il y avait presque la guerre autre part. Encore une fois guerre. Et la guerre franco-prussienne a produit quoi? La commune parisienne, qui a fait peur à la bourgeoisie en France et partout au monde. Hein? Partout au monde, surtout à l'Europe. Alors, guerre, révolution. Révolution, guerre, guerre, révolution. Il y a des gens qui me disent, la Première Guerre mondiale, ce n'est pas une guerre sociale, pas de conflit social, c'est le nationalisme. Mais écoute, comment peut-on nier que c'est toute cette guerre-révolution, il y a toujours une guerre, une révolution, donc un conflit social qui a produit la guerre, des guerres qui ont produit des conflits sociaux. Comment maintenant prétendre que la Première Guerre mondiale aurait été seulement une guerre militaire entre un pays qui n'avait pas de dimension sociale, pas de dimension conflit de classe? C'est impossible. Impossible. Pourquoi est-ce qu'on peut se demander pourquoi est-ce que la Révolution française a produit des guerres? En posant cette question-là, en donnant une réponse, on peut-être commence à comprendre comment la Première Guerre a causé une révolution en Russie et autre part aussi. Eh bien, il y a la révolution en France, dans un royaume, un ancien régime, et donc détruit par les révolutionnaires.
parle de démocratie, etc., etc., etc. Qu'est-ce qu'on en pense à Berlin, à Vienne, à Saint-Pétersbourg et à Londres? On trouve ça horrible. C'est des mauvais exemples. On ne peut pas permettre ça. Parce que si on permet ça, peut-être nos sujets à nous vont vouloir faire la même chose. Alors on ne peut pas permettre. Même les pays ennemis, donc du roi de France, auparavant encore, le roi de France, Lafayette, se sont battus contre les Georges de l'Angleterre pendant la guerre d'indépendance des États-Unis. De grands ennemis, mais c'est même des collègues, n'est-ce pas? Alors quand les Louis ont eu un problème à Paris, les Georges ont sympathisé avec les Louis, pas avec les révolutionnaires. Alors c'est pour ça que les puissances étrangères ont voulu faire la guerre contre la France républicaine. C'était vraiment la contre-révolution, contre la révolution. Et dans ce sens, comme je viens de dire, à Waterloo, nous sommes supposés de fêter chaque fois la victoire de Wellington. La victoire de Wellington et de Blücher, c'était une victoire de la contre-révolution, sur la révolution. Mais attention, je ne dis pas que Napoléon était un grand révolutionnaire. Il était un révolutionnaire, oui et non. Oui et non. Dans un sens, oui, dans l'autre sens, non. J'en parle dans un autre livre que je vous conseille de lire, qui s'appelle De Paris dans le sens commun. De Paris des sans-culottes. Malheureusement, il n'existe pas encore une traduction française. Je l'ai publié il y a 7 ans, et je parle justement de ça, de la Révolution française et de sa dimension sociale, etc. Inversement, les révolutionnaires français qui avaient renversé l'ancien régime à Paris, est-ce qu'ils étaient contents de rester chez eux en France? Ben non, ils ont voulu exporter leurs nouvelles idées. Alors, deux raisons. Une raison révolutionnaire, une raison contre-révolutionnaire pour faire la guerre. Alors, c'est comme ça qu'on peut expliquer cette dialectique entre guerre et révolution. Dialectique est un beau mot que je n'ai longtemps pas compris, mais je l'utilise beaucoup maintenant parce que ça impressionne les gens. Et ça veut dire donc que les deux, l'un cause l'autre. Ce n'est pas une causation en sens unique, c'est l'un cause l'autre. La révolution cause la guerre cause la révolution. Ce n'est pas comme si les guerres causent des révolutions, ou les révolutions causent des guerres. Non. Guerre, révolution, ça, c'est ensemble. C'est ensemble. On ne peut pas les séparer. L'un, dans ce sens, cause l'autre, tout le temps. Et c'est une certaine énergie, une certaine façon de causer, donc de développer l'histoire, et c'était le cas dans la Révolution française, c'était encore le cas en 14. Alors bon, la guerre, donc, il faut la comprendre dans sa dimension sociale. Il faut savoir qu'en 1914, il y avait une Europe, l'Europe n'était pas, les pays européens n'étaient pas des démocraties. On croit trop facilement aujourd'hui que les pays des démocraties. La France était plutôt peut-être la seule grande puissance, qui était déjà une démocratie avec le suffrage universel, par exemple. Mais il ne faut pas exagérer non plus, il ne faut pas surestimer la démocratisation de la France. Parce que, une chose que j'ai appris dans les cours de sciences politiques, c'est qu'il y a des gens qui confondent le gouvernement avec l'État. Et ils pensent que le gouvernement, c'est donc le cabinet et le Parlement, et voilà, le pouvoir est là. Attention, le pouvoir, c'est comme des points dans le chapeau. Il y a un chapeau ici, il y a un peu de pouvoir là-bas, mais il y a d'autres chapeaux. Il y a par exemple l'administration, la bureaucratie, il y a la diplomatie, il y a la justice, il y a l'armée. Et la démocratisation au XIXe siècle, c'était on pouvait voter, on commençait à voter pour envoyer des braves gens au Parlement. Mais est-ce qu'il y avait des élections pour désigner les généraux? Non. Partout, les généraux, c'était... Nous, on savait qui seront les généraux. Partout, en 1914, les généraux étaient de l'aristocratie. Les généraux allemands, c'est tous des von ceci et von cela. N'est-ce pas? En Grande-Bretagne, un homme du peuple général, impossible, même pas officier, impossible. Inversement, vous étiez d'origine noble en Grande-Bretagne, mais vous avez droit à un titre d'officier, à un rang d'officier. Tout de suite, un officer and a gentleman, on disait. Les gentlemen, les officiers étaient toujours gentlemen. Un des problèmes pendant la guerre, c'est qu'on a tué beaucoup d'officiers. On a dû recruter même des officiers du peuple, des temper gentlemen. On leur donnait l'occasion de venir maintenant voir
gin tonic dans les clubs pour officiers, mais juste pour la durée de la guerre, et par après vous repartez, parce qu'on en voulait en principe que de gentlemen. Donc l'Europe n'était pas une démocratie. Dans les parlements, on commençait à avoir de plus en plus de représentants du peuple. La plupart d'entre eux des membres des partis socialistes ou social-démocrates, ou ce genre de partis, donc de la classe ouvrière. Ben, la plupart, la majorité encore, la plupart des parlements, il n'y avait pas de majorité socialiste. La plupart même des ouvriers ne votaient pas socialiste. Et d'ailleurs, il n'y a pas encore de suffrage universel, tout ça c'est survenu par après. Et les armées, la diplomatie, tout ça, les hauts fonctionnaires, tout ça c'est toujours réservé donc aux gens de bien. Il n'y avait pas de place pour les gens de rien. Tous pour les gens d'en haut et rien pour ceux d'en bas. Alors, mais les élites en Europe, en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, en Russie, en Belgique, se font des soucis. Parce que ceux d'en bas, vous savez, ils sont mécontents. Oui, ils ont l'air méchants, mécontents. Apparemment, ils sont mécontents. Imaginez-vous pourquoi ils sont mécontents. Nous, on est contents, la vie est belle, c'est la belle époque pour nous, pas pour eux. Ils sont mécontents parce que, comme vous le savez, l'histoire du XIXe siècle, j'ai appris dans les cours de Jan Dont, il y avait des masses ouvrières dans les grandes villes industrielles comme Manchester, vivaient dans des conditions horribles. Engels les a analysés et Dickens en a écrit des romans. Tout le monde savait que c'était la grande misère. Et il y avait eu quelques améliorations de leur sort. Mais en 1914, il y avait toujours beaucoup de pauvreté. Et les pauvres, vous savez, ils étaient méchants, ils n'aimaient pas être pauvres. Ils voulaient changer le système, ils avaient lu un auteur quelque part, Charles quelque chose, Marx, je crois, qui prêchait la révolution. Et leur parti, qui avait commencé à former, les partis socialistes, parlaient de faire la révolution. Pas seulement une révolution politique, non, une révolution sociale et économique, mais en fait changer tout. Et ces gens-là deviennent de plus en plus populaires. Ils gagnent plus de sièges dans le Parlement parce que nous sommes forcés de faire des concessions. Ils demandent de plus en plus. Et mon Dieu, ils parlent de révolution. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La révolution, mon Dieu, c'est la fin de la civilisation, de notre civilisation. Il faut empêcher la révolution. Il ne faut pas seulement empêcher la révolution, il faut arrêter cette tendance vers la démocratie, ce processus de démocratisation qu'on était en train de témoigner à ce moment-là. Ça se passait. Par exemple, en Allemagne, Bismarck, un type très autoritaire, il avait déjà fait des concessions, par exemple, à la classe ouvrière. Il savait pourquoi. En fait, pour éliminer les dangers révolutionnaires. Mais il avait fait introduire des réformes, par exemple, limiter les heures de travail, de meilleurs salaires pour les ouvriers, etc., même des assurances contre maladies, accidents, des choses comme ça. Alors le petit début de ce qu'on appellera plus tard l'État social en Allemagne, le welfare state, l'État-providence, n'est-ce pas? C'était le début. Alors, mais ces socialistes et ces syndicats voulaient de plus en plus d'autres réformes. Et ils voulaient voter, ils voulaient le vote pour tout le monde, imaginez-vous. Alors l'élite a peur parce qu'ils sont le 1% au lieu de 99%. Alors s'il y a vraiment démocratie, il faut perdre le pouvoir. Le mot démocratie, messieurs, dames, aujourd'hui tout le monde est démocrate. Il n'y a presque pas de gens qui disent qu'ils ne veulent pas être démocrates. Il y en a encore les fascistes qui ne veulent pas être démocrates. Mais la plupart de nos politiciens veulent être démocrates. Et on croit que dans notre partie du monde, on a toujours été démocrate. Mais vous savez, le temps de la reine Victoria, on détestait en Allemagne l'idée de démocratie. Liberté, on aimait. Mais démocratie, non, on n'aimait pas du tout. La reine Victoria avait horreur de tout ce qui était démocratie. C'était des démocratophobes. Ils n'aimaient pas du tout. Ils détestaient parce que pour eux, la démocratie, c'était l'inverse de leur système, où une élite domine. Une élite domine. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous sommes si peu et nous avons tout le pouvoir et la richesse? Et les autres? Quelles sont les autres? Vous me demandez, moi je suis un intellectuel, je suis un philosophe, je suis un homme d'université, de Oxford, au Cambridge. Je dis, ben, il y a plusieurs raisons.
c'est comme ça parce que, vous savez, les masses sont stupides et paresseux. Ils boivent trop. Et tandis que nous, on travaille bien, nous sommes malins, nous avons le droit d'être au sommet. Et eux, malheureusement pas. C'est un fait, ils disent, suivant la nouvelle science développée par Charles Darwin, que dans la société aussi, c'est la concurrence et les meilleurs gagnent. Les meilleurs montent vers le sommet. Et les autres restent en bas. C'est comme ça. C'est la vie. C'est dur, mais il n'y a pas d'alternative, comme disait Margaret Thatcher. Il n'y a pas d'alternative. C'est comme ça. C'est la nature. Ou c'est voulu par Dieu. Comme vous voulez. Vous êtes chrétien, c'est voulu par Dieu. Vous ne faites pas chrétien, c'est la nature. Et c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours comme ça. En fait, la pauvreté, vous savez, la raison pour ça, c'est la force. D'abord la bêtise et la paresse de ces gens-là. Et aussi, en fait, un des problèmes principaux, c'est que nous sommes sur un monde où les sources sont limitées et les gens se reproduisent trop vite. J'ai lu ça dans Thomas Malthus. Je suis malthusien. Tout le monde est malthusien, cela. Alors, le problème de la pauvreté, c'est qu'il y a trop de pauvres au monde. Alors, la solution, c'est moins de pauvres. Moins de pauvres. Ah, et comment on peut réduire le nombre de pauvres? Eh bien, heureusement, encore une fois, la nature nous donne un coup de main. La nature nous a offert des maladies, des épidémies, comme l'Ebola par exemple, pour éliminer un peu les pauvres. Et c'est mieux comme ça, c'est mieux comme ça. Au 19e siècle, on n'avait pas encore inventé Ebola, mais il y avait la tuberculose, etc., n'est-ce pas? C'était les pauvres qui mouraient de ça. Dans les banlieues, dans les bidonvilles de Manchester, les gens mouraient de tuberculose. Ben, rien à faire, hein. C'est la nature qui élimine un peu les choses. Alors, les maladies, mais messieurs, dames, une façon de réduire le nombre de pauvres, la guerre. La guerre, oui, la guerre est une bonne façon de... La guerre, c'est un peu comme aller à la chasse en automne. Vous savez, les chasseurs vont vous expliquer que la chasse, c'est bon pour les animaux. Parce qu'il y avait trop. Il y a trop de sangliers dans la forêt en Ardennes. Alors il faut en tuer. Et comme ça, on réduit la quantité, mais ça améliore la qualité. Ça améliore la qualité. C'est avec les choses, c'est la même chose. S'il y a trop de pauvres, il faut réduire le nombre. Et de chance, c'est les moins bons qui seront éliminés. Les meilleurs survivront. C'est bien. C'est bon par la race. C'est comme ça qu'il faut comprendre quelque chose, une question qu'on se pose toujours de la Première Guerre mondiale. Comment les généraux comme Haig et Joffre ont pu envoyer à une mort certaine et horrible des centaines de milliers de soldats en disant demain vous attaquez à 7 heures, n'est-ce pas, et vous marchez dans les mitrailleuses des Allemands. Et demain soir, 30 000 d'entre vous seront morts. Allez-y. Mais monsieur, comment vous pouvez faire ça? Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et ça, en fait, c'est bien. Je peux vous citer, je cite dans mon livre, un général britannique, c'était pareil, mais un autre, qui disait, dans les banlieues, il y a trop de gens. Et la guerre, c'est bien, il faut en éliminer un peu, en éliminer un grand nombre. Et ça, ce sera bon pour la vérité, c'est bien. Haig était même malheureux quand, à la fin de la journée, on disait qu'on n'avait que 10 000 morts. Parce qu'il s'était convaincu que les Allemands souffraient toujours de plus grandes pertes. Alors, quand nous n'avions que 10 000 morts, ça veut dire que les Allemands n'avaient peut-être que 12 000. Hein? C'est pas beau, c'est pas beaucoup, hein? C'est pas la peine de presque. Alors, pour eux, c'est aucun problème du tout. Le fait que les gens tombaient par des milliers, parce que les soldats qui tombaient, c'était bien sûr les paysans et les ouvriers. Les masses, comme on disait. On avait peur des masses, vous savez. Il y en a d'entre vous qui connaissent peut-être le livre de Gustave Le Bon sur les masses. L'idée qu'une élite devait dominer la société, c'était très à la mode. Il y avait Pareto en Angleterre, il y avait Michels en Allemagne, il y avait beaucoup de grands penseurs, de grands intellectuels de l'élite qui parlaient comme ça. Alors, on a peur des masses, on a peur de la démocratisation. Et comment arrêter la démocratisation? Comment se débarrasser de ce grand problème qui est
la menace de la révolution. Tout d'abord, est-ce que cette menace était réelle ou non? On me pose souvent la question, même je suppose. Il n'y avait pas aucune chance de révolution en 1914. Est-ce que c'est vrai? Oui ou non? Et moi, là, je dis toujours, absolument, certainement, oui et non. Oui et non. D'une part, aucun risque. D'autre part, grand risque. Pourquoi aucun risque? Eh bien, surtout dans les pays occidentaux, ici en Belgique, en France, très peu de risques. Pourquoi? Les révolutionnaires n'étaient plus révolutionnaires. Les socialistes n'étaient plus révolutionnaires. Ils parlaient toujours révolution, ils n'étaient plus. Ils étaient devenus des réformistes. Ils étaient contents avec les concessions que des politiciens comme Bismarck avaient autorisées. Alors ils étaient contents. Et le sort de l'ouvrier, en effet, s'était amélioré dans les quelques décennies avant la Première Guerre mondiale. Et à cause de cela, beaucoup de socialistes, ils parlaient toujours de révolution, mais pour plus tard. En fait, ils étaient convaincus qu'au lieu d'avoir besoin d'une révolution pour arriver dans le nirvana socialiste, on pourrait faire ça par une évolution. Il y avait des théoriciens de ce genre de pensée. On pouvait évoluer au lieu de faire une révolution. Donc c'était des socialistes, donc evolutionary socialists, on dit en anglais. Des réformistes qui étaient contents de continuer à demander des réformes politiques et sociales, et comme ça, un jour, on arrivera donc dans le paradis des socialistes. D'autre part, ils continuaient toujours à parler de la révolution. Comment l'élite pouvait savoir s'il était sérieux ou non? En fait, les sociétés, c'est un peu comme la musique de Wagner d'antan, qui est très populaire, comme vous le savez. On dit de la musique de Wagner, en anglais, que « it's not as bad as it sounds ». La musique n'est pas si mauvaise qu'elle sonne, qu'on entend. Alors c'est vrai que les soi-disant révolutionnaires, les socialistes, étaient beaucoup moins révolutionnaires qu'ils ne le disaient. Mais comment est-ce qu'on pouvait savoir? D'ailleurs, il y avait dans chaque parti socialiste des gens qui restaient, qui étaient toujours des révolutionnaires. Il y avait de Karl Liebknecht en Allemagne, Rosa Luxembourg, il y avait toujours des révolutionnaires. Il y avait Lénine en Russie, n'est-ce pas? Et il y avait en effet quelques partis socialistes qui restaient tout à fait révolutionnaires, comme par exemple en Italie. Mais bon, le danger était en fait moins grand qu'on le pensait, mais on ne pouvait pas savoir avec certitude. Alors maintenant, je le mets dans. Je vous illustre le point de vue de l'élite à la veille de la guerre. Ils ont l'impression qu'il y a une course entre révolution et guerre. Un des deux va gagner la course. Qui va gagner? Si la révolution gagne, si demain la révolution éclate, c'est terminé pour vous. C'est la fin de la civilisation. Alors ça serait la catastrophe. On ne peut pas prendre les risques. Alors la révolution, est-ce qu'elle va se passer? Est-ce qu'elle sera pour bientôt? On ne sait pas. C'est justement ça, le suspense, on ne sait pas. On a peur. Les maçons devant les portes. Et pour peut-être enfoncer les portes demain. Peut-être jamais. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est intolérable. Il faut savoir, il faut la clarté. En 1914, ils sont ouf. C'est la guerre. Parce que la guerre, vous savez, c'est l'antidote contre la révolution. La guerre allait empêcher la révolution. Et ça, alors, pour ça, dans la course, on espère que la guerre gagnera. Sinon, la révolution pourrait gagner. Et dans ce cas-là, c'est la catastrophe. Dans la guerre, ce n'est pas un problème pour nous. La révolution, c'est un problème pour nous. C'est pour ça qu'on veut la guerre. Et on veut la guerre bientôt. Comment est-ce que la guerre va résoudre nos problèmes? Et pourquoi est-ce qu'on la veut tout de suite? Le plus tôt possible. Je l'ai déjà dit, à cause de la tension. On ne supporte plus d'attendre, il faut savoir. Mais bon, la guerre, vous savez, la guerre, il y a en français une expression à la guerre, comme à la guerre. Ça veut dire qu'à la guerre, c'est comme ça. C'est comme nous vous disons ça. On vous demande votre opinion. Je parle du point de vue de l'élite. À la guerre, vous savez, c'est le temps de faire blablabla dans les parlements, c'est terminé. La guerre, c'est un moment où tout le monde se tait, quelqu'un donne des ordres et les autres obéissent. Obéissent inconditionnellement. C'est comme ça. Qui donne les ordres? Les autorités. Nous, parce que nous sommes les autorités. Nous
sommes toujours en minorité. Si on attend la révolution, elle sera terminée. Mais maintenant, nous sommes toujours la majorité dans le Parlement. Nos gens sont dans la diplomatie, nos gens sont dans la bureaucratie, nos représentants sont dans l'armée. Alors nous sommes toujours au pouvoir. La guerre, c'est la fin de la politique. C'est la fin, en d'autres mots, de la démocratisation. Les parlementaires peuvent rentrer chez eux. On ne va plus discuter. Et c'est le cas quand la guerre éclate. C'est l'union sacrée en France. C'est-à-dire, taisez-vous. Nous sommes tous ensemble et nous décidons. Et vous dites oui. En Allemagne, Burgfrieden. En Belgique, la même chose. Les parlements suspendus pour la durée. Et qui décide? Les spécialistes dans la guerre. C'est les généraux. En France, Joffre devient presque dictateur. Papa Joffre. Il est le grand-papa de tous les Français maintenant. Et nous, on n'est plus papa. Ouais. Et maintenant, les prolétaires, dont il y en avait pas mal qui étaient socialistes et qui parlaient de la révolution, maintenant voilà un uniforme, mettez-vous tous ensemble et vous suivez les ordres. Et on marche vers la fin. Donc, pas de discussion. Le moindre problème, vous exécuter à la guerre comme à la guerre. C'est dur. La guerre, c'est wonderful. La guerre, c'est d'ailleurs aussi formidable parce que, comme vous savez, quand les riches font la guerre, c'est les pauvres qui meurent. Quand George Bush a décidé de faire la guerre en Irak, c'est pas lui et ses fils qui vont aller faire la guerre. Non, c'est les Noirs, les Hispanos qui vont aller tuer, aller être tués. En 1917, c'était pas Wilson et ses collègues de Princeton qui allaient faire la guerre dans les tranchées en France. Non, c'était les Noirs et les pauvres Blancs. Dans la guerre du Vietnam, c'était pas Kennedy et les Johnston qui se sont retrouvés du côté de Danang. Non, c'était les Noirs et les Hispanos. Alors, les riches n'ont pas de problème avec la guerre parce que c'est pas eux qui vont les riches et puissants, c'est pas eux qui vont mourir, c'est les autres. Et comme je vous dis, il y en a en tout cas trop d'entre eux. Il y en a trop. Bien sûr, il y en a qui vont être tués. C'est bien, c'est bien. Il faut un peu éclaircir les masses. Les masses doivent être moins massives. C'est une façon de faire. Et cela s'attend de grandes choses, la guerre. Et est-ce qu'il y a des gens des apôtres de cette attitude? Bien sûr. Je vous ai déjà dit les social-darwinistes. Mais le grand philosophe de la guerre, le grand philosophe polémophile, comment je pourrais dire, c'est Nietzsche. Nietzsche, le grand philosophe allemand, qui dit la démocratie, c'est horrible. Il ne faut jamais permettre d'un avenir avec la démocratie et le socialisme, c'est horrible. Et notre modèle doit être l'ancienne Grèce, où des gens intelligents et beaux comme nous règnent une minorité sur une masse d'esclaves, de métèques, de bachibouzouk. Et l'esclave, il faut que ce soit comme ça. Le christianisme est une grande erreur, parce que avoir pitié, c'est pas bon, il ne faut pas avoir pitié aux pauvres, non, il faut les envoyer à la mort. Il faut être dur. Les grands, les Übermensch doivent être durs, et les Untermensch sont là pour se débarrasser. 5 minutes après, oui, merci. C'est vrai que je perds ma notion de temps. Comme en 14-18. Ça dure plus longtemps qu'on l'avait pensé. Bien sûr, tout ça, c'est des supposés pour penser à une guerre qui serait assez courte et victorieuse. Là, la guerre va se révéler différente. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle l'élite veut la guerre. Parce que l'élite consiste de deux ailes. L'élite, c'est une fusion, une sorte de symbiose de deux groupes sociaux. Il y a l'ancienne aristocratie, la noblesse, l'élément féodal, l'ancien régime, si vous voulez, les grands propriétaires terriens. Et de l'autre côté, il y a la grande bourgeoisie industrielle et financière, les Krupp, donc une haute bourgeoisie. Les deux forment l'élite. Dans la plupart des pays en Europe, ils ont fait un compromis. L'ancienne élite, l'ancien régime, l'élément féodal, monopolise le pouvoir politique. En Allemagne, en Russie, en Grande-Bretagne presque. En France, non. En France, la bourgeoisie domine la politique. Mais, même en France, l'ancien régime est toujours représenté dans l'armée, par exemple. Même après l'affaire Dreyfus, qui était un coup dur pour l'armée, il y a toujours beaucoup de monarchistes, et beaucoup
beaucoup de conservateurs dans l'armée. Et il y a beaucoup regardez les noms des généraux français en 14. De Castelnau, de ceci, de cela. Beaucoup de nobles. Alors, l'ancien élément féodal domine, monopolise dans certains pays, et domine même autre part la politique, pas seulement la politique du gouvernement, mais les autres foyers de pouvoir au sein de l'État, en général. Mais la haute bourgeoisie industrielle et financière monopolise le pouvoir économique, l'industrie, la finance. Et entre eux, j'espère encore d'autres choses de la guerre, des avantages économiques. Parce qu'ensemble, ils dominent, ils contrôlent ce qu'on appelle à ce moment-là, ou ce que certains historiens comme Hobsbawm appellent une économie nationale. Le temps n'est pas encore arrivé où les grandes banques et les grandes entreprises seront des multinationales comme aujourd'hui, qui sont en fait, ils sont chez eux, en quel pays, on ne sait jamais, parce qu'ils ne payent pas d'impôts nulle part. Ils sont toujours quelque part dans les Caraïbes, ou quelque part dans un paradis fiscal, pour ainsi dire. Mais bon, c'est aujourd'hui. À ce moment-là, c'est toujours donc une industrie, une économie nationale. Et c'était le temps de la concurrence entre les grandes puissances industrielles, comme l'Empire britannique et surtout leur grand concurrent, l'Allemagne. Et chacun voulait les avantages qu'il fallait pour gagner dans cette course, dans cette concurrence, pour gagner, parce que si on ne gagne pas, si on perd, on est perdu. C'est la même façon de penser donc, dans la société, le social-darwinisme en fait. The survival of the fittest, n'est-ce pas? Struggle for life. Et dans cette concurrence, cette concurrence pour survivre n'est pas une question seulement de personnes à l'intérieur d'une société, c'est aussi donc une concurrence entre pays, entre économies nationales. Et quels sont les avantages qu'il faut avoir pour gagner? Quels sont les avantages qu'on recherche? Eh bien, des territoires qu'on appelle en Allemagne, en allemand, Ergänzungsgebiete. Ergänzungsgebiete. Des régions où notre industrie peut aller chercher et peut trouver ce dont on a besoin. Des matières premières. Des marchés pour nous seulement. Donc, main-d'œuvre pour marcher, comme les coulisses que les Anglais allaient chercher en Inde, par exemple, pour construire le chemin de fer dans les Rocheuses. Ils sont morts à des milliers. Parce que nous, on allait faire ce travail-là, on allait chercher les coulisses de l'Inde et de la Chine. Alors ça, c'est des avantages. Il faut ça. Alors il faut pas seulement des colonies, non, mais des pays qu'on peut contrôler d'une autre façon, des semi-colonies, ou pénétrer économiquement, y construire le chemin de fer, etc. Et par exemple, en Allemagne, c'est l'Europe de l'Est qui est très intéressant. Mais aussi, bien sûr, des pays au Congo. Et là, je veux dire, une matière première qui a joué un grand rôle en 1914, dans les origines de la guerre, et qui est toujours importante aujourd'hui, c'est le pétrole. C'est le pétrole. Parce que ce n'est que vers 1900 que le pétrole devient vraiment important. Et pas nécessairement à cause de l'avènement de l'automobile, mais à cause du fait qu'on commençait à utiliser comme carburant pour les grands bateaux dont la prospérité et la puissance de l'Angleterre dépendaient, le pétrole au lieu du charbon. Le charbon dont l'Angleterre a toujours eu beaucoup, et le pétrole dont il n'en avait pas. Il devait acheter chez le grand concurrent, les États-Unis, où Rockefeller vendait le pétrole à prix très élevé. Alors les Britanniques cherchaient du pétrole. Et pour simplifier les choses de toute vitesse, ils trouvaient, où il y en a, en Mésopotamie. Alors il nous faut la Mésopotamie. Oui, mais attention, ça fait partie d'un autre empire. Lequel? L'Empire ottoman. L'Empire ottoman, on va le diviser. C'est une question de temps avant que tout le monde prend son morceau. On a déjà pris l'Égypte, les Italiens sont en train de prendre la Libye, et alors tout le monde va prendre ce parti. Il nous faut avoir la Mésopotamie. C'est à cause de ça que la Grande-Bretagne est entrée en guerre. Seulement, prendre la Mésopotamie, c'est la guerre contre l'Empire ottoman, aucun problème. Mais l'Empire ottoman a un allié, l'Allemagne. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire entre les Allemands et les Turcs?
Ils sont en train de construire un chemin de fer de Berlin à Constantinople, à Bagdad et à Mossoul. Ah, et qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce train? Je vois déjà le pétrole par train de la Mésopotamie, par les Balkans, ou encore de la Serbie, jusqu'à Berlin, Hambourg, qui... On ne peut pas permettre ça. Il faut absolument arrêter ça. Il ne faut pas que les Allemands aient l'occasion de construire le chemin de fer. Il faut la guerre, et il faut donc la guerre entre l'Allemagne. Et c'est pour cette raison-là, messieurs, dames, et pas parce que les Allemands ont violé